Dans cette capsule, l'humilité sera mise en relation avec un rapport plus humble à la Terre. Nous présenterons des modèles d'affaires innovants, notamment ceux qui s'inscrivent dans l'économie circulaire. Nous aborderons aussi la notion de décroissance, car réfléchir à un rapport plus humble à la Terre implique aussi de réfléchir à des moyens de diminuer de façon drastique l'extraction des ressources, la production et la consommation de produits. Certaines entreprises utilisent les ressources naturelles en considérant qu'elles sont gratuites et illimitées, et donc les gaspillent, et donc les détruisent. Et en fait, ça coûte très très cher ensuite. Alors il y a plein d'exemples, hein. Ça peut être la forêt amazonienne, si elle est déboisée, on perd des essences, mais il y a des problèmes de captation de carbone, il y a des sols qui s'appauvrissent, enfin bon, il y a tout un tas de conséquences. Si l'eau est polluée près d'une ville, ensuite il faut payer la facture des gens qui vont à l'hôpital, il faut dépolluer sinon, mais ça aussi ça coûte de l'argent. Enfin bon, dès qu'on raisonne de manière un petit peu globale, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est souvent très intéressant d'être responsable. Et c'est souvent très intéressant d'avoir une vision un peu générale, justement, dans notre rapport à la Terre, et dans notre rapport à la nature, et d'être capable de se voir plus dans un écosystème qui est extrêmement riche, important, complexe, intéressant, que de se limiter à une vision qui est très orientée parfois par l'intérêt, mais encore une fois une vision pauvre de l'intérêt, orientée vraiment sur l'instant, quoi. Il existe de plus en plus de modèles d'affaires qui permettent d'avoir une relation plus humble avec la planète et avec les communautés qui y vivent. Certains de ces modèles d'affaires misent sur des solutions de type technologique, d'autres modèles d'affaires sur des solutions sociales et finalement d'autres modèles d'affaires sur des modifications de type organisationnel. Les solutions de nature technologique mettent l'accent sur la maximisation de l'efficience énergétique, sur la création de valeur à partir des déchets ou encore sur l'utilisation de ressources renouvelables. Les solutions de nature sociale mettent l'accent sur la fonctionnalité plutôt que la propriété, sur le fait de prendre soin des gens et des communautés, ou encore sur l'autosuffisance et la frugalité. Pour leur part, les solutions de type organisationnel visent à recentrer l'entreprise autour d'objectifs sociaux et environnementaux, ou à trouver des moyens de déployer les innovations à grande échelle. Et là, ça devient intéressant pour les entreprises, en fait. Et il y a des possibilités très intéressantes de voir émerger d'autres types d'économies, d'autres types d'entreprises, hein. Une entreprise très connue, notamment au Québec, qui s'appelle Canuck, qui est un peu un emblème national avec comme emblème l'Arfan des Neiges, qui fabrique du vêtement d'hiver, en fait, dont le PDG dit que lui, il ne veut pas croître, au contraire. Il veut plutôt garder son écosystème. Il a sa production qui est à Montréal, je pense, sur le plateau Mont-Royal. Et donc, il se présente un petit peu comme un décroissantiste. Donc, ça existe. Et puis, là, si on prend plutôt l'idée qu'il faut consommer différemment, alors là, c'est intéressant parce que là, disons qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à ça et qui, justement, proposent de transformer un peu nos modes de consommation. Alors, il y a tout un tas de choses. Un exemple qui est connu, c'est Patagonia, où ils ont fait une publicité, donc qui fabrique du textile sport un peu, hein, qui ont fait une publicité en disant, si ma mémoire est correcte, n'achetez pas ce manteau, en montrant un manteau Patagonia, donc c'est quand même assez provocateur, et qui donc propose plus de réparer les manteaux, de les entretenir, etc. Puis en plus, ils jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils proposent des ateliers pour qu'on puisse le faire nous-mêmes, mais ce qui peut se développer autour de ça, c'est un ensemble de services, justement, pour l'entretien des manteaux, pour leur réparation, éventuellement leur recyclage, etc. Ça, c'est très intéressant, surtout que c'est des services qui ont un peu disparu, qui existaient. Donc moi, par exemple, j'ai fait réparer un sac à dos d'une bonne marque, hein, qui comptait plusieurs... Enfin, j'ai essayé de faire réparer un sac à dos par un cordonnier, qui était censé être un sac à dos de très bonne qualité, et en fait, on s'aperçoit que c'est très difficile à faire si c'est pas pensé dès la conception, en fait. Donc il faut que ce soit inscrit assez profondément dans le modèle d'affaires. Donc si on passe sur une économie qui est en fait une économie un peu dématérialisée, plus du service de proximité, etc., en fait, c'est très intéressant. Et il y a un potentiel d'un point de vue purement économique, mais évidemment, ça aurait des retombées très positives sur l'environnement et sur le social aussi, mais il y a un potentiel qui est intéressant. Donc la tension apparente peut se résoudre de cette manière. Comme le mentionnait le professeur Luc Bresse, la tension entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux peut être atténuée quand des entreprises utilisent des modèles d'affaires innovants. Il est possible d'aller un peu plus loin dans la prise en compte de ces 3 piliers du développement durable en élaborant un écosystème d'entreprises, notamment autour du concept d'économie circulaire.
Alors l'économie circulaire, c'est un concept un peu à la mode. On parlait autrefois de l'écologie industrielle qui veut dire à peu près la même chose. Et l'idée finalement, c'est que ce qui est considéré comme un résidu pour une entreprise peut être une ressource pour une autre organisation ou pour la société en général. Donc on essaie de fonctionner un peu comme la nature, en boucle fermée. La nature ne connaît pas la notion de pollution, ne connaît pas la notion de déchets, puisque la décomposition des organismes vivants est utilisée comme ressource par d'autres organismes. Donc c'est des systèmes en boucle fermée. Et c'est très important dans une société, en particulier dans une perspective de développement durable où on parle de certaines ressources qui s'épuisent. C'est important donc de limiter la production de déchets et même d'oublier la notion de déchets, de considérer que ce qu'on appelle déchets, ça peut être des ressources, ça peut être des résidus qui constituent une matière première pour une autre organisation ou pour la société. Donc un cas qui est très connu, c'est Kalundborg, qui est un site de production dans les pays scandinaves, où finalement on a par exemple une usine qui va utiliser de l'eau pour refroidir sa production. Une fois qu'elle a utilisé cette eau, plutôt que de la jeter, cette eau est chaude, on peut la propulser finalement pour chauffer une autre usine ou des logements, etc. Donc c'est un peu cette idée-là. Donc ça permet d'une part de limiter la pollution, de limiter les déchets, donc il y a une augmentation du bien-être associé à cela, et aussi de faire des économies. Donc c'est vraiment un système gagnant-gagnant. Mais la promesse, c'est toujours la même, c'est de limiter un maximum les déchets, et avec cette idée qu'idéalement, finalement, on aurait des économies complètement autonomes, il n'y aurait presque plus que l'énergie solaire qui viendrait donner un peu de dynamique à tout ça, mais tout serait recyclé, repris, transformé. Ça soulève cependant un certain nombre de défis, par exemple au niveau du transport de ces résidus. Par exemple au Québec, il n'y a pas un tissu industriel qui est très dense, contrairement à d'autres régions en Chine ou des régions européennes où il y a une très forte densité industrielle et donc il est plus facile de trouver dans un périmètre géographique limité des entreprises qui ont des synergies de sous-produits industriels sans qu'on soit obligé de transporter ces résidus sur de très, très longues distances, ce qui peut poser des problèmes, des questions environnementales, des coûts, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de travailler sur l'économie circulaire. Il y a des approches très ingénieurs, par exemple avec l'analyse du cycle de vie. Il y a des approches, disons, un petit peu plus designer, en travaillant sur les usages des objets pour faire moins de déchets, utiliser moins de déchets. Enfin. Et il y a des approches plus managériales sur les systèmes d'affaires, et notamment il y a un système d'affaires qui est assez emblématique de ça. Enfin, un type de système de modèle d'affaires, c'est ce qu'on appelle les modèles produits-services, où une entreprise va plutôt vendre finalement un service qu'un produit. Donc par exemple plutôt de la mobilité qu'une voiture. Et puis ça, là, il y a tout un tas de modèles d'affaires qui existent, qui vont d'une certaine manière de Communauto, qui propose de louer des voitures, qui est une entreprise qui a été créée à Québec dans les années 90, à finalement des entreprises assez classiques, des grands constructeurs comme Toyota ou autres, qui vont proposer du leasing, qui vont proposer de louer finalement des voitures un petit peu. Bon. Donc ça c'est très très prometteur. Les défis qu'on a, c'est souvent des défis humains, et ça c'est intéressant. Techniquement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont relativement au point. Mais c'est vrai que ces modèles d'affaires restent à développer, sont encore mal connus. Il y a des problématiques managériales très importantes qui se posent. Quand vous vendez un service plutôt qu'un produit, ça peut poser des défis de gestion. Par exemple, Michelin a développé une solution pour vendre du kilomètre plutôt que du pneu. Michelin vend des pneus, normalement. C'est le leader mondial. Donc il va vendre, mettons, 200 km de roulage, si on veut, à des camionneurs, à des voitures, plutôt que de vendre un pneu. Et du coup, là, les compétences en interne sont très différentes. Donc, il faut, par exemple, des financiers qui sont capables de calculer à partir de quelle est la probabilité qu'un pneu explose, à partir de quand on le remplace, où le camion va s'arrêter, parce que là, c'est Michelin qui est en charge de faire l'entretien, c'est plus le client. Michelin n'a plus vendu un pneu, il a vendu un service, finalement. Et du coup, ça, c'est des nouvelles compétences, alors qu'avant, dans le modèle où on vend un pneu, c'est plutôt en amont qu'on va travailler sur le coût d'un pneu, sa durée de vie, donc quand est-ce qu'on peut le remplacer, ses propriétés en termes de résistance aux intempéries, etc. Donc ça pose des vrais défis de gestion, et pour moi, c'est quelque chose de très important dans une économie qui est en train de passer peu à peu d'une économie de produits, de vente de produits, à une économie de services. Le passage d'une économie de produits à une économie de services est un pas intéressant dans l'optique d'une relation plus humble à la Terre. Malgré tout, ces modèles d'affaires innovants ne remettent pas fondamentalement en question la notion de croissance indéfinie sur une planète finie. Certains chercheurs s'intéressent donc à la notion de décroissance,
qui consiste non seulement à produire moins, mais surtout à consommer moins. Les modèles économiques sur lesquels on s'appuie actuellement sont basés sur l'idée qu'on peut croître indéfiniment. On se désole quand le taux de croissance d'un pays est inférieur à 0, donc est négatif, ou même qu'il est de 1%. Et on est en extase quand un pays réussit à croître avec 2 chiffres comme la Chine, l'Inde, depuis plus d'une décennie. Le problème avec cette logique-là, c'est qu'on avait complètement évacué la question des ressources naturelles qui, elles, sont finies. Donc l'idée que l'on peut indéfiniment extraire, transformer, produire, consommer et ensuite jeter est problématique. Et c'est pourtant au cœur de nos modèles de société. Que se passerait-il si on arrêtait de croître ? Si on prend le cas de Malthus, qui est un économiste très connu, dans les années 1790, il a indiqué que les ressources de la planète augmentaient de façon arithmétique, alors que la population augmentait de façon géométrique, donc de façon exponentielle. Et donc, il fallait une décroissance, il fallait stopper la croissance de la population, finalement. Plus récemment, au début des années 70, il y a eu le fameux rapport Halte à la croissance du Club de Rome, qui disait qu'il faut arrêter la croissance parce que la croissance économique hypothèque les ressources naturelles, avec des régions comme la Chine et l'Inde où il y a une croissance économique importante, et il y a aussi une croissance démographique importante, en particulier en Inde, mais aussi en Afrique. On estime que d'ici une cinquantaine d'années, il y a un habitant sur 3 qui va naître en Afrique, donc dans des pays qui sont à un niveau de développement économique qui est plus modéré. Donc il y a des individus qui disent qu'il faut mettre fin à la croissance, il faut limiter la croissance. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de mesures du bonheur aujourd'hui qui sont sorties qui montrent qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre le niveau de croissance d'un pays ou d'une région et le niveau de bonheur, de satisfaction de la population. Donc, ce n'est pas un concept nouveau, ce n'est pas une idée nouvelle. Je trouve le concept intéressant pour soulever un certain nombre de questions, en particulier sur la validité des indicateurs économiques que nous utilisons. Est-ce que le produit intérieur brut est un indicateur pertinent pour mesurer la situation économique d'un pays? Évidemment, il y a d'autres indicateurs qui ont été proposés pour intégrer des questions environnementales et sociales. Il y a par exemple l'indicateur Happy Planet Index, donc l'indicateur de la planète heureuse, qui prend en compte 3 aspects. C'est le bien-être des populations, l'espérance de vie et l'empreinte écologique. Donc on multiplie le niveau de bien-être par l'espérance de vie et on divise par l'empreinte écologique. Donc c'est un indicateur qui peut être intéressant de considérer. Et on s'aperçoit que par rapport à ces indicateurs, ce ne sont pas les pays les plus riches qui ont les meilleurs résultats, qui ont les meilleures performances. Or, c'est quand même un indicateur important parce qu'il tient compte du bien-être des populations et du bien-être durable. Donc, il y a un lien avec le développement durable. Donc, je crois que c'est important de considérer des indicateurs alternatifs à des indicateurs économiques traditionnels qui mettent l'emphase uniquement sur un des aspects du développement durable, qui est l'aspect économique. L'approche de la décroissance, je crois, pose d'excellentes questions, puisqu'elle remet en question, tout simplement, un fondement de nos modèles économiques basés sur la croissance. Outre les bonnes questions qu'elle pose, pour le moment, elle n'a pas réussi à avoir un impact significatif dans la société pour rassembler les énergies afin de changer les pratiques, mais au moins, elle crée des débats sains sur notre conception et notre rapport à la nature, aux ressources qui nous environnent. Maintenant, je suis très attentive aux discussions qui ont lieu. Je crois qu'il y a des angles morts quand même. La question de l'exclusion de certains groupes sociaux, je ne l'entends pas beaucoup. C'est une réflexion qui en est encore à ses débuts et qui a le potentiel de changer nos pratiques, même si ça va être un travail de longue haleine.